qui me vaut donc de vous parler du bilan du macronisme, c'est la publication d'un livre dont je rappelle le titre qui est un programme à lui tout seul, Macron, les leçons d'un échec. Vous vous doutez que ça ne sera pas un péant à notre président dont il sera question, mais avant d'entrer dans la question proprement dite, je voudrais vous dire quelques mots des raisons d'exister de ce livre. Parce qu'après tout, un bilan d'un président de la République, pourquoi? C'est pas mon métier de me livrer à ce genre d'exercice qui est typiquement journalistique, même s'il a eu quelques illustrations assez brillantes dans le passé à propos d'autres présidents. Le quinquennat Macron a un intérêt particulier. Et c'est ce qui m'a déterminé à faire ce livre, non sans quelques hésitations. L'intérêt particulier tient aux conditions dans lesquelles Emmanuel Macron a été élu, qui interdisent de le considérer, à mon sens, en tout cas, comme un président de la Ve République tout à fait comme les autres. J'avais publié, quelques mois avant l'élection de 2017, un livre que je m'étais, on peut bien le dire, laissé arracher par des amis éditeurs et journalistes, qui s'intitulait « Comprendre le malheur français ». Et je dois dire qu'au moment où nous avions travaillé à ce livre, je pensais que ça n'était même pas un livre préélectoral, même s'il paraissait quelques mois avant l'ouverture de la campagne. C'était un livre qui essayait de proposer une explication d'un mystère, présenté en tout cas comme tel par les médias, le mystère de ce sentiment pessimiste extraordinaire des Français, puisque les Français, dans les mesures qui valent ce qu'elles valent, mais qui disent tout de même quelque chose, sont un des peuples les plus pessimistes de la Terre, tout en avouant par ailleurs être plutôt heureux à titre personnel. Deux propositions qui ne les font pas entrer spontanément dans le cercle de la raison, comme dirait notre ami Alain Minc, et qui suggèrent même que nous sommes entrés dans une ère post-cartésienne, puisque nous avons deux propositions apparemment totalement contradictoires. Eh bien non, elles ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires. Les Français savent qu'ils appartiennent à la frange la plus favorisée de la population du globe, mais par ailleurs, ils sont pessimistes, inquiets sur ce qu'ils jugent être majoritairement le déclin de leur pays, qu'ils vivent très mal, et ça peut se comprendre. Or, le pourquoi de ce marasme, de ce malaise, de ce que j'ai fini par appeler, avec un peu d'hésitation, un malheur français, reste assez énigmatique à en juger par le discours médiatique ambiant et même les propos de politologues, par ailleurs plutôt sensés. Sensés mais superficiels. Or, il y a là quelque chose de profond. Et la dernière chose à laquelle je m'attendais, je dois le dire, au moment de la parution de ce livre, de fin 2016 donc, c'était que la perception de ce malaise ou de ce malheur finissent par entrer dans la sphère politique. Et c'est ce qui s'est passé avec l'élection d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a été l'élu chanceux, mais néanmoins significatif, du malheur français, en ceci qu'il a su, avec une habileté qu'il faut lui reconnaître, y faire écho et donner le sentiment qu'il avait entendu, au moins, cette plainte émanant d'une part importante, en tout cas, sinon majoritaire, de la population, et que son but se proposait était, le but qu'il se proposait était d'y répondre. Et le fait est que cette proposition
venant d'un outsider du jeu politique, pas tout à fait d'un non-initié, mais quelqu'un qui, a priori, était complètement étranger, selon les codes de la Ve République, au personnel plausible comme compétiteur dans cette élection présidentielle, il s'est fait entendre, avec des circonstances sur lesquelles il n'est pas utile ici de revenir, il s'est fait entendre, il a été porté par cet écho, et mieux, il a réussi par cette incarnation qu'il a su donner à un diagnostic sur l'état du pays, atomiser littéralement les partis dits de gouvernement et de gauche et de droite. Qui plus est, il a eu l'habileté ou le sens profond de se situer politiquement d'une manière très inhabituelle dans le système d'alternance qui prévalait jusque-là en France, gauche-droite, en tout cas depuis 1981, et qui paraissait devenue une sorte de loi d'airain de la République à la française, en se disant et de droite et de gauche, et en se présentant donc comme le candidat d'une alternative à cette fausse alternance arrivée à bout de souffle par la perception de la grande majorité des Français que cette alternance n'en était pas une, puisqu'après un étalage de sectarisme et de damnation de l'adversaire, on en arrivait à faire à peu près la même politique à quelques nuances près. Bon, c'était beaucoup déjà que d'enregistrer cet état et que de réussir, avec très peu de moyens à l'échelle des autres formations de gouvernement, à imposer et ce diagnostic et ce positionnement dans le champ politique. Et c'est ce qui donne le sens aujourd'hui de s'interroger sur le fait de savoir si Emmanuel Macron a réussi ou non dans cette ambition qui lui a permis d'être élu. Je vous citais tout à l'heure le titre du livre que j'ai commis. Vous avez bien compris que ma réponse est franchement négative. Macron a échoué, à mes yeux, de façon à peu près complète, à répondre valablement à ce malheur français. Et le paradoxe même est que cet échec, sur le fond, va lui valoir très probablement une réussite politique, on peut même dire politicienne, aux élections prochaines qui nous attendent en 2022. Parce que, entre-temps, tout en échouant à remplir le programme qu'il nous avait annoncé, il a réussi, en revanche, une opération très rare en politique. C'est pas quelqu'un d'ordinaire, on peut lui accorder ça, qui est une métamorphose de son électorat. Il a été élu comme un candidat de la transformation, voire de la révolution, puisqu'il n'avait pas craint d'appeler à ce vocable, chargé d'histoire, et il arrive au terme comme le candidat de l'ordre établi, de l'establishment et du statu quo, français et européen. L'élément européen ayant une particulière importance dans son cas. Puisque l'un des facteurs clés de sa réussite avait été cette promesse bien orchestrée et bien entendue de refondation de l'Europe. C'était en fait la colonne vertébrale de son programme, puisque les Français avaient bien perçu depuis un moment que la clé de l'étau politique à l'intérieur duquel ils se trouvaient et qui nourrissait leur pessimisme tenait à ce que j'appellerais d'un terme peut-être trop fort, la suggestion, en tout cas la dévotion volontaire des Français envers
une politique décidée à Bruxelles sur des bases échappant à peu près complètement à la délibération collective en France, quand bien même elle pouvait se réclamer de la légalité incarnée par nos élus, le président de la République en tête, et son gouvernement. Et nous avons eu force commentaires pour nous expliquer que précisément Emmanuel Macron, par un mélange habile de respect d'une certaine orthodoxie chère à la puissance dominante en Europe, c'est-à-dire l'Allemagne, et d'autre part d'audace réformatrice, réussirait à déverrouiller ou à défaire ce verrou qui déterminait une politique manifestement faite pour décourager la France. Et voilà la raison d'être de ce livre et de cette réflexion, c'est que l'échec d'Emmanuel Macron permet de revisiter les raisons profondes du malheur français et de ce sentiment de déclin, ou le mot étant très chargé d'histoire, en tout cas, de dégradation multiforme de la situation française, à la fois en interne et dans ses rapports avec le monde extérieur, en particulier l'Europe. Et c'est à cela que je voudrais apporter donc quelques éléments de réflexion et donner un point de départ à notre discussion tout à fait ouverte, comme vous vous en doutez, qui est l'objet principal de cette rencontre, évidemment. Pourquoi le malheur français? Je rappellerai en quelques mots le diagnostic que j'avais proposé antérieurement, donc, et que nous allons revisiter au fil des principaux axes de ce qu'a été la politique macronienne et aussi des difficultés considérables qu'il a rencontrées sur sa route, malgré tout, qui ne sont pas une excuse, mais puisqu'il les a largement suscitées de son propre chef. À mon sens, cette perception française d'un malheur ou d'un déclin ou d'un mal-être du pays s'enracine loin en arrière dans ce qu'a été le tournant décisif de la Ve République, le tournant mitterrandien de 1983. Dont la mesure n'a été prise par aucune formation politique véritablement, ni d'ailleurs par la plupart des commentateurs, qui ont bien noté les données empiriques de ce tournant, mais n'en ont pas saisi la signification et les conséquences. Il faut rappeler les circonstances. 1981, une alternance inattendue par rapport au cours de la Ve République, dont la gauche avait présenté depuis le départ les institutions comme destinées à empêcher son arrivée au pouvoir. Pas du tout. Ces institutions lui ont permis d'exercer une hégémonie très durable jusqu'à aujourd'hui, au moins dans l'espace culturel, sur la politique française. En 1981, le monde, la planète, a changé de direction politique. Et les Français ne s'en aperçoivent pas. Ce qu'ils voient, c'est l'existence d'une crise qui s'inaugure avec les débuts de la désindustrialisation et la montée d'un chômage de masse. Mais je rappelle que la gauche est élue en 1981, la gauche unie de François Mitterrand, sur le déni de l'existence d'une crise économique. C'est très important. Mais non, tout ça c'est une invention des capitalistes en train de nous préparer un mauvais coup. Or, le fait est, je n'ai pas le lieu d'entrer dans l'analyse complète de la situation, en 1981, les Français vont élire un gouvernement qui mène une politique
qui prend à contre-pied l'évolution en train de se produire partout ailleurs. 1979, l'élection de Margaret Thatcher au Royaume-Uni. 1980, l'élection de Ronald Reagan aux États-Unis, qui prend ses fonctions en janvier 1981. 6 mois plus tard, les Français font une politique qui va aux antipodes de ce qui va donner le ton de toute une période historique qui court jusqu'à nous. Il y a eu 2 périodes historiques depuis 1945, très caractérisées. La première, 1945-1975, celle que les Français appellent les 30 Glorieuses, caractérisée par une haute croissance et une politique dirigiste en matière économique, marquée en particulier par ce que les économistes appellent la régulation keynésienne, je n'entre pas dans les détails. Et pour les Français, c'est le moment gaullien, à la fois d'une politique d'indépendance nationale sur le fond d'une réconciliation culturelle des Français avec la société industrielle qu'ils avaient jusqu'alors massivement rejetée. Le livre remarquable qui est sur cette période, toujours d'une actualité très intéressante, est celui de Henri Mindras, qui s'appelle « La seconde révolution française ». Il y a effectivement, dans cette période, une seconde révolution française qui est une révolution sociale et politique, et qui n'a rien à voir avec un détrônement des autorités établies, au contraire, qui les conforte. Les Français sont à l'aise dans cette période qui correspond au parachèvement de la seconde révolution industrielle, commencée à la fin du XIXe siècle. Ils y sont à l'aise notamment parce que le rôle central est tenu par un État pilote, planificateur, organisateur, modernisateur, servi par une technocratie qui correspond, qui plus est, à un souci culturel français très important, qui est le culte de la science, sinon de l'industrie, du moins de la science et du progrès par la science. Et en fait, le paradoxe est que le programme de la gauche de 1981 est une continuation, version de gauche, de cet étatisme économique en passe d'être battu en brèche par ce qu'on commence à comprendre comme la mondialisation néolibérale. Les Français entrent dans l'ère de cette mondialisation néolibérale qui va s'imposer à tous, jusqu'à nous, sous le signe de la dénégation complète. Et on peut comprendre pourquoi. C'est que cette mondialisation néolibérale prend exactement le contre-pied de tous les principes hérités du modèle historique et politique français. Justement, le remplacement de la régulation étatique par une régulation par le marché et toutes les valeurs qui s'y associent. Le succès, la réussite individuelle, le culte de l'argent qui va se démultiplier avec la financiarisation de l'économie qui accompagne le mouvement, par opposition aux valeurs civiques et au service de la chose publique. Incidente, pour illustrer mon propos, je pense qu'une des choses de très repérables dans le malheur français est de voir la nouvelle destination des élites sociales qui, dans le regard du public, correspond ni plus ni moins à une trahison, puisque les meilleurs sont au service de la chose publique. Ça, c'est le logiciel traditionnel français. Eh bien non, les meilleurs sont au service de l'expansion économique à profit individuel, ce qui est exactement le contraire de ce qui était le socle culturel sur lequel s'était bâtie notre culture politique. D'une certaine et c'est avec les grands serviteurs de l'État de gauche que cette transition va être la plus spectaculaire, parce qu'ils seront les premiers à franchir le Rubicon et à endosser toutes les valeurs de profit personnel que
que la mondialisation néolibérale leur tend sur un plateau. Je reviens donc à mon fil. Les Français commencent engagent l'entrée dans cette nouvelle période de l'histoire du monde sur laquelle on pourra revenir si vous le souhaitez. Je suis obligé simplement de mentionner la toile de fond, sous le signe d'un refus et d'une espèce de volonté de continuer sur la ligne qui a été celle, en fait, du principal de leur histoire, qui se trouvait être à ce moment-là matérialisée principalement dans la gauche de tradition jacobine, la gauche républicaine, contre ce qui est déjà le début de la libéralisation giscardienne, qui lui, Giscard, il faut le lui accorder rétrospectivement, a perçu mieux, beaucoup mieux que la gauche, même si de manière très incomplète, toutes les implications de ce qui était en train de basculer à ce moment-là. Inutile de dire que cette marche à contre-temps, avec un programme de nationalisation qui fera, avec un programme d'étatisation approfondie de l'économie qui fera parler à certains, et ironiquement et à assez juste titre, de construction du socialisme dans un seul pays, en référence à la formule stalinienne des années 30, c'était pas du tout de ça qu'il s'agissait, bien entendu, mais ça avait un petit côté, un petit parfum passéiste assez notable. Inutile de dire que cette politique ne va pas se traduire par des succès éblouissants, même si certains de ces acquis culturellement parlant sont restés gravés dans la conscience française. Je pense en particulier à la réduction du temps de travail, c'est la première étape à l'époque, les 39 heures, qui vont en ouvrir d'autres, et la création d'un ministère du loisir. On a bien oublié tout ça, mais c'est très significatif de la période. 2 ans plus tard, je passe sur les péripéties. Évidemment, le constat de faillite est établi, impossible à ignorer, parce que tout simplement, il n'y a plus d'argent dans la caisse. Et l'un des motifs importants de la conversion de François Mitterrand au nouveau cours sera l'impératif de renflouement des finances. Dixit les gens qui travaillaient avec lui, il a vécu comme une profonde humiliation le fait d'être obligé d'aller demander de l'argent aux Allemands. Et il a donc décidé que la solution d'avenir, c'était l'emprunt sur le marché mondial des capitaux pour éviter cette épreuve, ce que nous pratiquons toujours avec allégresse, pour éviter d'avoir à négocier avec des voisins qui vous regardent de haut avec un regard de commisération. Cela va nous donner le tournant de 1983 et ses suites. Et c'est là que tout se joue et qu'à mon avis, on entre véritablement dans la période du malheur français. Car Mitterrand fait un diagnostic qu'on peut trouver rétrospectivement lucide, peut-être, mais ravageur pour ses conséquences. On change de politique radicalement. En fait, on fait la même chose que les autres. On se rallie au cours de la mondialisation néolibérale, mais il est impossible de le dire aux Français. Ils ne peuvent pas l'entendre, et en tout cas, si lui, probablement, dans un moment où sa position était politiquement vulnérable, il avait dû l'endosser, il estime que ses chances de durer dans sa fonction sont limitées. Donc, on exclut l'hypothèse. Que faire alors? Comment réussir à faire le contraire de ce qu'on a fait jusqu'à présent, sans le dire, et en ayant tout de même une argumentation à faire valoir pour opérer ce changement de cap? La solution, c'est l'Europe. Mitterrand enregistre parfaitement la popularité de la cause européenne dans la France de l'époque.
que les plus anciens d'entre nous peuvent aisément se remémorer. Il n'y a aucun mystère à cela. Le nom même de construction européenne, à l'époque, résume les acquis d'une période exceptionnelle de paix et de prospérité, et qui donc, puisqu'il y a un lien entre la construction européenne, cette paix et cette prospérité, l'Europe est le vecteur naturel de sa poursuite. C'est la martingale européenne telle qu'elle est vécue à l'époque par les consciences communes. Mitterrand va utiliser cette popularité de la cause européenne pour lier à son changement de cap une relance de la construction européenne en sous-traitant à l'Europe l'adaptation à la mondialisation néolibérale qu'il se refuse à endosser de front. Là est la source de tout. C'est ce mensonge mitterrandien qui va complètement perturber à la longue les équilibres de la culture politique française. Parce qu'en plus, cette relance européenne est vécue comme le moyen, évidemment, sous le signe de la promesse d'une Europe sociale, de faire de l'Europe le vecteur de ce que les Français ne peuvent pas plus faire par eux-mêmes, quelque chose comme une France en grand. Une France qui serait devenue une Europe parce qu'il y avait un leadership politique qui lui permettrait d'imposer ses solutions. Chacun sait que c'est le contraire qui va en réalité se passer, ne serait-ce qu'en raison de la pression extérieure exercée par la mondialisation néolibérale. Et le voisinage de gens qui, autour de nous, que ce soit au Royaume-Uni ou en Allemagne, pour ne prendre que nos principaux, les plus gros partenaires de l'époque, n'entendent absolument pas nos arguments de la même oreille. Ils ne sont évidemment pas décidés à nous laisser la bride sur le cou pour conduire vers une Europe sociale dont ils ne voient pas bien l'utilité et dont ils réprouvent même totalement le principe. Là-dessus, deuxième couche du problème, le ralliement a posteriori du leader de la droite française, Jacques Chirac, à cette martingale. Dans un premier temps, Chirac croit trouver son meilleur argument politique dans le fait de se faire le chantre de cette mondialisation néolibérale et des recettes qui ont bien fonctionné, ou pour Reagan ou pour Thatcher. Et il affiche donc un programme de dénationalisation, de dérégulation, enfin toutes les choses, ce qu'on appelle les réformes structurelles, dans le jargon technocratique de l'époque. Ce programme lui vaut de gagner les élections législatives de 1986. C'est l'alternance et on a l'impression, effectivement, que ce coup-là, c'est fait. Les Français, finalement, ont vu les limites de la politique menée par les socialistes depuis 1981 et sont décidés, finalement, à jouer le jeu. Erreur totale d'analyse. Chirac est battu très sévèrement par Mitterrand en 1988. Et il en tire la conclusion, un point d'histoire qui demande à être éclairci dans ces conditions, il en tire la conclusion que Mitterrand a raison. En fait, les Français ne veulent pas entendre parler de cette mondialisation néolibérale, sauf à l'extrême rigueur quand on la leur présente sous le signe de l'adhésion aux contraintes de la construction européenne. L'un des actes fondamentaux de la mondialisation néolibérale, c'est l'acte unique de 1986, à l'impulsion de Jacques Delors à Bruxelles, qui est en fait le programme d'une insertion de l'Europe dans le marché mondial, gouverné par les principes néolibéraux. Mais les Français l'acceptent parce que c'est l'Europe. Et que si c'est l'Europe, eh bien justement, c'est une étape derrière laquelle la fameuse Europe sociale et républicaine à la française finira par apparaître.
Mitterrand donc règne et Chirac endosse le mitterrandisme dans son aspect majeur, hein, de stratégie politique, ce qui me fait parler, et je ne vois pas, même si ça a suscité quelques remous chez les politologues patentés, qu'on m'ait démenti, ça me fait parler de mitterrando-chiracisme. Je crois que c'est ce qui a dominé la politique française jusqu'à nous, jusqu'à tout près de nous, jusqu'en 2017. La politique de Chirac va être ni plus ni moins, avec quelques inflexions qui colorent un peu plus à droite sa politique, celle des socialistes, mais le mitterrando-chiracisme est la matrice à l'intérieur de laquelle évolue la politique française depuis 1995 et l'élection de Jacques Chirac à la présidence de la République après François Mitterrand. Finalement, il y a une synthèse qui va donner des expressions légèrement contrastées avec Nicolas Sarkozy d'un côté pour succéder à Chirac, avec François Hollande pour l'alternance par rapport à Sarkozy, mais au fond, c'est toujours la même ligne. Et c'est effectivement ce qu'Emmanuel Macron réussit à défaire en 2017. Voilà, je crois qu'il faut avoir cette chronique de l'entrée dans le malheur français pour comprendre les enjeux de ce qui est aujourd'hui le cœur de nos choix politiques, dans la politique normale, comme on dit. Au travers de cette politique, les Français sont entrés de fait dans la mondialisation. Il faut rappeler que l'Europe est la zone économique la plus ouverte du monde. Alors je sais bien que nous avons un débat permanent avec les libéraux de stricte observance qui nous disent « mais comment vous pouvez parler de néolibéralisme en Europe ?» alors qu'il y a un État social aussi développé et unique par rapport au reste du monde. Mais il n'y a aucune contradiction. Précisément, l'État social est là pour acheter la paix sociale par rapport à une ouverture aux échanges, au libre-échange et aux principes de la finance internationale sans équivalent ailleurs, à commencer par les États-Unis. À la fois zone beaucoup plus fermée en termes de protection commerciale que l'Europe, et beaucoup plus contrôlée du point de vue financier, du point de vue du contrôle exercé par la Banque fédérale et par les autorités politiques sur le mécanisme financier. Dans la mondialisation néolibérale, la principale zone néolibérale, c'est l'Europe. Je crois que c'est le constat qui permet d'avancer un petit peu sur beaucoup de points. Et c'est cette donnée qui fait que les Français habitent un monde à l'égard duquel ils se sentent culturellement, historiquement, politiquement étrangers, parce qu'il va à l'encontre de ce qui est tout l'héritage de leur histoire et de la manière dont spontanément ils voient le régime le plus souhaitable et le fonctionnement collectif le plus appropriable par les citoyens. C'est en regard de cette situation que se fait donc l'élection d'Emmanuel Macron. Alors, dans quelle mesure a-t-il compris cette situation? Dans quelle mesure en a-t-il eu une intuition plus ou moins confuse? Toujours est-il qu'il a su donner le sentiment qu'il fallait y répondre. Et c'est ce qui a finalement assuré son succès en 2017. Sincérité ou opportunisme politique, vous le savez très bien, en politique, ce sont des choses qui ne se décident jamais. On a toujours un mélange dont les proportions peuvent nourrir une discussion à perte de vue.
Toujours est-il qu'il a su toucher la fibre sensible en parlant d'une refondation de l'Europe. Quel était le projet? Alors, le dessin de cette refondation était très vague, mais ce que les Français ont entendu, et pourquoi pas après tout, dans l'atonie invraisemblable de cette bureaucratie acéphale, hein, pas simplement peu dégourdie, mais véritablement dépourvue de cervelle, qui gouverne à Bruxelles selon l'application d'un système de règles très mécanique. Macron a promis de redonner aux Français le leadership intellectuel de la construction européenne dont ils sont à l'origine. C'est l'idée française par excellence de l'après-guerre. On va renouer avec cette inspiration première et proposer une nouvelle version de l'Europe sur laquelle il était peu disert. Nous allons beaucoup en entendre parler au cours des prochains mois parce qu'il est en train de nous préparer un remake de ce scénario de 2017 par le hasard du calendrier, la France assurant la présidence bidon mais décorative en termes de communication de l'Union européenne à partir de janvier 2022. Refondation de l'Europe, c'était relancer en fait l'espérance française d'une France en grand. Parce que la chose très remarquable et à laquelle il faut donner tout son sens, de toutes les déconvenues, au milieu de toutes les déconvenues que les Français ont éprouvées vis-à-vis de la construction européenne et en dernier lieu sanctionnées par le référendum de 2005 et le non au traité de constitution européenne qui était littéralement le moyen de ligoter définitivement la bête, dont on voyait qu'elle avait encore quelques soubresauts. Sursaut français, ils ont rejeté solennellement ce traité pour se le voir néanmoins refilé quelques mois plus tard par une habileté de Sarkozy. Mais au milieu de toutes ces déconvenues et de ce rejet très explicite, les Français sont incapables d'envisager sérieusement, hors de minorités respectables mais très étroites, une sortie de l'Europe. La contradiction est perçue très fort à Bruxelles où vous ne pouvez pas mettre les pieds, ça m'arrive de temps en temps, sans qu'on vous pose la question « Est-ce que vous croyez à un Frexit ?» Est-ce que c'est possible? Et ma réponse est invariablement et plus que jamais non. Pourquoi? Parce que précisément, comme les Français attendent de l'Europe une projection de ce qu'ils sont, un agrandissement de leur territoire dont ils ressentent le rétrécissement, quitter l'Europe, c'est se résoudre à la petitesse. C'est se résoudre à la sortie de l'histoire comme histoire des grandes puissances. C'est abdiquer d'une certaine manière par rapport à une histoire où ce projet universaliste français de porter un projet collectif original aurait du sens. Donc, je me permets de parler à ce propos de la névrose française, hostilité à l'Europe, mais impossibilité de s'en séparer. C'est l'histoire de beaucoup de couples. Et celui-là ne déroge pas à la règle. Mais Macron a su jouer de ce ressort, et le premier terme où il s'agit de mesurer son échec, c'est évidemment l'échec de cette refondation européenne qui est à peu près complet. Je n'ai jamais réussi à comprendre exactement les conditions dans lesquelles, si j'ai bien compris, les Allemands, même Mme Merkel très précisément, ont poussé Macron à faire de grands discours, d'ailleurs assez éloquents dans leur genre, sur le futur d'une Europe refondée et ayant acquis la personnalité politique et géopolitique propre qu'il a récemment convertie dans la notion d'autonomie stratégique, mais c'était évidemment pour le pousser à la faute.
parce que une fois ces grands discours prononcés, un silence à peine respectueux a suivi et rapidement renvoyé dans les poubelles de l'histoire, hein, selon une formule bien française, cause toujours. En fait, évidemment, les Européens, la puissance dominante en Europe, qui est l'Allemagne au premier chef, ne veulent pas entendre parler de refondation de l'Europe. Pour une raison très simple, dans le cas de l'Allemagne, on ne peut, et des pays qu'elle a satellisés autour d'elle, hein, parce qu'il y a une zone allemande en Europe, au-delà de l'Allemagne au sens étroit, des gens qui sont d'accord et qui profitent de sa politique. Le statu quo est avantageux pour les Allemands. Ne serait-ce que pour une raison financière très banale, mais très forte, c'est que le couronnement de la construction mitterrando-chiracienne dans l'établissement de l'euro se traduit par une surévaluation de l'euro au regard des potentialités de l'économie française qui nous vaut la désindustrialisation catastrophique que nous connaissons, alors que la sous-évaluation de l'euro par rapport aux possibilités de la puissance industrielle de l'Allemagne lui vaut une compétitivité exportatrice sans pareil. Hein. Les grands bénéficiaires de l'euro, voulus par les Français, un exploit intellectuel assez remarquable, et d'avoir travaillé pour leur principal concurrent. Ça fait partie des aléas de l'histoire. Donc, évidemment que la refondation de l'Europe sur le terrain du fonctionnement économique, hein, la première rencontre de Macron avec l'Europe, ça a été sur la question du travail détaché. Question très importante pour les Français, puisque cette question est en train littéralement de détruire l'artisanat français, hein, dans les profondeurs du pays. Macron arrive avec un projet d'ailleurs fort bien fait, hein, qui, s'il avait été appliqué, aurait assez efficacement, je crois, remédié au problème, mais qui évidemment est rejeté tout de suite. Hein. C'est la constante des présidents français. C'est commencé avec Sarkozy, ça s'est poursuivi avec Hollande. Première visite à Madame Merkel pour s'assurer de sa bonne volonté. Réunion des chefs d'État européens et défaite en rase campagne. On remballe nos propositions qui n'intéressent personne. C'est un scénario préétabli qui fonctionne infailliblement. Et Macron lui-même l'a essuyé, pour ne pas parler maintenant de ce qui est le dernier état de son projet, qui était effectivement le projet d'une autonomisation stratégique, c'est-à-dire d'une prise de distance vis-à-vis des États-Unis et de l'OTAN, hein, qui a encore moins de chances, à mon sens, d'aboutir, en tout cas dans les termes où il la présente, même si son analyse est juste. Hein, il a provoqué un tollé en Europe en disant que l'OTAN était en état de mort cérébrale. On peut parler comme ça, mais la formule est non seulement exacte, mais somme toute, je dirais, un peu en dessous de la réalité, car pour être en état de mort cérébrale, faut-il jamais avoir eu un cerveau, ce qui n'est pas acquis dans le cas. En tout cas, s'il y a un cerveau, il n'est pas au siège de l'OTAN à Bruxelles, il est à Washington, au Pentagone. C'est on ne peut plus clair. Pas d'erreur sur la localisation. Donc, Emmanuel Macron doit une part importante maintenant de son prestige, je ne saurais dire d'ailleurs, parce que ce n'est pas un personnage charismatique, mais il a une audience dans le pays, au-delà du cercle des gens qui votent directement pour lui, du fait qu'il a su, dans un premier temps au moins, rendre une sorte de place au pays dans le concert des puissances internationales. Et ses débuts ont été assez remarquables. Il amène Trump à Paris, Poutine, les grands de ce monde, tout le monde vient à Paris, et on a l'impression qu'on retrouve une sorte d'initiative dans le concert international. Jusqu'où ce rôle est-il allé? Pas loin, en réalité. Hein. C'était largement de la communication, je crois,
en tout cas bien orchestré, il faut le lui accorder, qui n'a débouché sur aucun accroissement du rayonnement français à l'échelle internationale, que ce soit sur tous les problèmes qui divisent, et moins que jamais maintenant, où la scène des années à venir est posée dans le Pacifique, hein, entre les Américains et les Chinois, et où notre réussite à nous insérer dans ce jeu paraît très compromise. La récente affaire des sous-marins à l'Australie achève d'illustrer. Les Australiens s'intéressent à la France pour une raison, c'est que la France a un pied dans le Pacifique dont on peut redouter, un pied important avec la Polynésie française, hein, pour en parler très globalement, dont on peut redouter que dans les mois qui viennent, on observe le basculement carrément dans l'orbite chinoise. C'est l'enjeu des référendums sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Donc, il est important d'observer l'enjeu géostratégique, et qui signifierait le fait que nous n'avons plus grand-chose à faire dans cette zone, sinon entretenir quelques retraités particulièrement bien rentés par les largesses de la République. Donc, Europe, scène internationale, j'en arrive au secteur social. Macron avait mis en avant une idée extrêmement brillante sur le papier, hein, qui avait plutôt recueilli les suffrages, sur la réforme des retraites, hein, en proposant un système copié sur un modèle initié par les Suédois, avec une certaine réussite, semble-t-il. Je ne suis pas du tout expert de la question, mais sur le papier, ça semble un système lisible par tous et permettant une souplesse et une justice par rapport à la bigarrure de nos régimes très différenciés qui étaient plutôt convaincantes. Et la réalité qui amène une question supplémentaire, nouvelle par rapport à ce dont j'ai parlé, c'est qu'on s'est aperçu au moment où cette réforme des retraites, c'est la principale et la seule que je mentionnerai, il y a d'autres dossiers que je laisse de côté, on s'est aperçu que ce projet brillant sur le papier était en fait très mal pensé dans son exécution et avait laissé de côté une immense série de dossiers compliqués qui n'avaient pas été sérieusement envisagés en dépit de forces mises en scène de concertation qui ont provoqué l'éruption que nous avons tous vu. On a oublié d'ailleurs l'effet de cette pandémie et des mesures importantes qui ont suivi a été de complètement escamoter la mémoire. Ça m'a valu même auprès de journalistes pourtant très informés cette expérience assez étonnante. Dans un entretien, « Ah oui, mais c'est vrai, les retraites, on avait complètement oublié le mouvement contre les retraites. » Avouez que c'est assez surprenant quand on pense à ce que ça a représenté comme mobilisation dans le pays. Hein, cette réforme a échoué, elle aussi, et elle a échoué pour un motif qui m'amène au cœur de ce qui est mon reproche principal, ou le constat clinique que je peux faire à l'égard du macronisme, qui est une insuffisance criante du diagnostic sur tous les sujets. Il y a un brio dans la présentation qui ne s'accompagne d'aucun travail de fond sur les problèmes qu'il s'agit de traiter. Et le cas des retraites est exemplaire à cet égard. On s'est aperçu au fil des mois qu'en fait, on avait oublié les principaux sujets en route ou tenus pour accessoires et se révélant bel et bien essentiels. Et c'est la caractéristique qu'on va retrouver sur tous les sujets, y compris celui qui a déclenché la grande crise du quinquennat Macron, qui est évidemment les Gilets jaunes, auxquels
nous consacrons avec Conan et Azouvi une place importante dans le livre, parce que c'est un épisode extraordinairement révélateur du hiatus profond qui s'est creusé entre nos élites dirigeantes, dans tout bord politique confondu, et les citoyens ordinaires. Il y a une étonnante incompréhension, méconnaissance, ignorance de ce que sont les problèmes des Français de base, et une absence de réflexion étonnante de la part de gens qui ont tous les diplômes qu'il faut, sur les motifs de ce sentiment d'abandon, par exemple, du peuple ordinaire, de la part de son gouvernement, avec toujours le même argument qui vous revient, mais vous avez vu l'argent que ça nous coûte, vous avez le pognon de dingue qui est investi dans l'État social, alors pourquoi ils se plaignent là, qu'est-ce qui ne va pas? On ne comprend pas. Il y a une incompréhension et aucun effort d'intelligibilité de cette situation. Il me semble que le comportement normal, quand on mesure qu'une masse, et que vous êtes un élu, et qu'une masse de citoyens montre une absence totale de confiance à votre égard, de se demander pourquoi. Eh bien, cette question est simplement évacuée. Et c'est la constante de tous les actes de ce gouvernement à tous les niveaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne va pas? Non. C'est-à-dire, nous avons en permanence des solutions proposées à des problèmes qui n'ont jamais été vraiment posés. On s'étonne ensuite que les solutions soient un peu à côté de la plaque. Mais il y a une vertigineuse indifférence à l'égard de ce qui est l'analyse des problèmes. Et ce qui fait le caractère tout à fait singulier, sans précédent dans l'histoire de France, de l'épisode des Gilets jaunes, c'est ça. C'est que c'est le cri d'un peuple qui dit « mais regardez, écoutez, venez voir ce que nous sommes, ce que nous vivons, ce que nous faisons » vis-à-vis d'élites qui font un sondage à peu près quotidien sur ce que pensent les Français, mais c'est pas qu'ils n'en tiennent pas compte, mais c'est qu'ils ne sont pas capables de chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça n'existe pas. C'est très troublant, et ça s'applique absolument à tous les domaines de cette équation macronienne très singulière, quand on fait le tour de tous les problèmes qu'ils ont rencontrés. Évidemment, on a retrouvé la même chose au moment de la crise sanitaire, qui finalement, moyennant un peu de chance, et le fait que les autres sont aussi mauvais que nous, disons-le, en tout cas, les gouvernements des autres ne sont pas tellement meilleurs en Europe que le nôtre. Et nous avons encore un système qui, bien que très entamé, tient toujours, qui est la mécanique de l'État en France, qui, bien que très dégradé, continue de fonctionner avec une efficacité relative quand les circonstances exceptionnelles lui permettent de fonctionner comme elle l'entend. Parce que c'est le secret de la sortie à peu près honorable de la pandémie, c'est tout simplement ça, panique au sommet, et la base reprend les commandes. Les médecins dans les hôpitaux virent l'administration et disent voilà comment on va faire, ça marche beaucoup mieux, tout de suite. Et ça a été vrai de tous les échelons intermédiaires et inférieurs de la machine bureaucratique qui nous a tiré d'affaire, hors d'un pilotage, en fait, qui donnait tout au plus en haut la direction générale, mais n'était pas en mesure de fixer réellement la politique concrète à mener. Voilà donc le tableau. Je pourrais reprendre les dossiers un à un, ce que nous avons fait dans ce livre. Je mentionnerai quand même un parce qu'il est crucial. Je pense que si je résume la situation française en termes très durs, je dirais nous avons 3 problèmes dont aucun n'a été résolu. Le problème européen, le problème migratoire, le problème de l'éducation.
Alors, on pourrait y rajouter le problème de la santé, mais il est beaucoup plus circonscrit et n'a pas la même signification du point de vue des identifiants profonds du pays. L'éducation, c'est la promesse républicaine par excellence. La France est le pays qui a misé le plus, au travers de l'idée méritocratique, sur le fonctionnement de son système scolaire. C'est ce qui le singularise totalement. Et donc la dégradation du système scolaire, à la périphérie surtout, mais à peu près partout, mais avec une accentuation très forte dans la France périphérique, hein, les raisons profondes du soulèvement des Gilets jaunes, c'est la perception de l'inégalité territoriale, qui était bien analysée par des gens comme Guy Lui auparavant, mais qu'on peut détailler plus encore. Ce n'est pas une inégalité générale, c'est spécialement une inégalité sur le terrain de la santé, de l'appareil de santé, et sur le terrain de l'éducation. Alors, on a un exemple très intéressant dans ce microcosme éducatif de ce qu'a représenté le macronisme. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a eu un destin tout à fait particulier, qui au départ pouvait paraître intéressant. Il connaissait le sujet. C'est le Premier ministre de l'Éducation nationale depuis plus de 50 ans qui avait une idée très précise de ce dont il s'agissait, en tout cas à un certain échelon du système scolaire, hein, puisque comme vous le savez, le ministère de l'Éducation, c'est le ministère martyr, où on allait flanquer des ministres de la société civile, parce que c'est tout ce qu'on avait trouvé. Tous les autres disant « oula, oula, moi je prends pas ça, je préfère pas être ministre que d'être ministre de l'Éducation nationale ». Il y avait vraiment que les acharnés qui voulaient être ministres qui acceptaient le job. Hein. Ça va donner Luc Ferry, typiquement. Parce que personne ne voulait dans le personnel politique disponible. Ce n'est pas le cas de Jean-Michel Blanquer qui s'y connaît et qui bénéficie d'une condition exceptionnelle, c'est qu'il a été en roue libre, précisément parce que on sait qu'il s'y connaît et on le laisse faire. Macron lui délègue la chose sans s'en mêler. Et Jean-Michel Blanquer va imposer quelque chose qui est tout à fait crucial, à mon avis, comme réorientation, à mes yeux positive, du système, en privilégiant ces stades précoces et l'enseignement primaire. Parce qu'il a le bon... Toutes les politiques éducatives depuis les années 80 étaient concentrées sur le collège. Pourquoi ? Parce que c'est là que, testostérone aidant, crise d'adolescence arrivant, les gros des problèmes d'ordre public se déclarent. C'est la marmite dans laquelle ça bout en permanence, le collège. Bon. Donc, les ministres, on ne s'occupe que de ça. Et on ne s'occupe que de ça avec une erreur de diagnostic complète, c'est qu'on ne peut pas éduquer correctement, on ne peut pas instruire correctement des enfants qui ne savent ni lire ni écrire, parce que le primaire est totalement défaillant. Hein ? Donc, Jean-Michel Blanquer, il faut le lui reconnaître, a opéré une réorientation du système en faisant justement valoir que tout se jouait au niveau des apprentissages fondamentaux et spécialement en termes d'égalité sociale. Si on veut assurer une promotion élémentaire des populations, sans parler de grande égalité, il faut leur donner les armes à tous qui leur permettent de figurer de la bonne à armes égales relativement dans le marché du travail. En revanche, le même Blanquer, sortant de sa zone de compétence, tout à fait typiquement, a eu une action absolument catastrophique, de nouveau typique de cet aveuglement des élites et de refus de procéder au diagnostic préalable avant d'apporter des solutions à propos du lycée. La réforme du lycée que nous subissons, elle a un enjeu majeur. C'est la fin de l'enseignement secondaire à la française, qui était la grande force, en fait, de notre système éducatif. Je n'entre pas dans les détails qui sont
compliqué au point que même le personnel de l'éducation nationale a souvent du mal à s'y retrouver. Mais c'est typique d'une démarche technocratique folle. L'objectif initial, il est simple. Il faut supprimer le bac, qui ne sert plus à rien, puisqu'on le donne à tout le monde, mais qui en revanche coûte des fortunes et pèse très lourd sur le système éducatif, notamment en termes de temps. Parce qu'il paralyse en fait l'enseignement pendant 2 mois. On enlève à un temps scolaire déjà très limité en France par rapport à nos voisins, encore un temps supplémentaire. Donc il faut supprimer le bac. Mais on retrouve les fondamentaux du mitterrando-chiracisme, on ne peut pas le dire. Non. Voilà l'équation. Il faut supprimer le bac parce qu'il coûte cher et qu'il ne sert à rien, mais il faut garder le bac. Qu'à cela ne tienne, on va arranger tout ça, on va charger les profs de se dépêtrer de la chose en installant un pseudo-contrôle continu qui met maintenant le système d'enseignement secondaire sous la pression des parents. Puisque si on rajoute Parcoursup, chaque note distribuée à partir de la seconde vaut indication du futur destin éventuel dans l'enseignement supérieur. Donc, vous voulez... Le 8 veut dire vous voulez tuer l'avenir de mon enfant. Vous imaginez ce que ça peut vouloir dire dans la vie scolaire. Donc on reporte la charge de ce bac qui continue d'exister sans exister, puisque le point principal est que tout le monde l'aura, et tout le monde donc pourra entrer dans l'enseignement supérieur. La France va pouvoir s'enorgueillir d'être le premier pays au monde à avoir un enseignement laïque, gratuit et obligatoire de 2 à 25 ans. Ce qui, du point de vue des économies budgétaires, promet des jours qui ne chantent pas. Mais le but est atteint. On a supprimé le bac, mais on l'a pas. Mais officiellement, on l'a maintenu, en se déchargeant sur les profs de l'administration de cette martingale. Voilà là est le macronisme. Des gens plutôt pertinents sur beaucoup de sujets, mais pris dans un système technocratique, à ce point privé de la capacité de réflexion véritable et du souci d'un diagnostic préalable. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller vite. Il faut des résultats. Pourquoi depuis 10 ans, on sait que l'hôpital tel qu'il est organisé aujourd'hui ne fonctionne pas, ou d'une manière aberrante, en tuant littéralement au travail ses agents. On le sait, mais on n'a pas le temps de faire le diagnostic, parce qu'on veut des résultats à court terme. Donc on va injecter de l'argent, ça va les calmer un peu pendant au moins un petit temps. Et on fait exactement la même chose dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'aveuglement sur les raisons profondes des problèmes qui alimentent ce pessimisme et cette défiance des Français à l'égard des gouvernants. C'est dire que le bilan global, et je passe sur beaucoup d'aspects, mais nous sommes là pour en discuter si vous le souhaitez, le bilan est non seulement négatif, mais je dirais inquiétant. Dans les 3 problèmes français, on n'a pas avancé d'1 centimètre. On est au même point qu'en 2017. Sur le fond, ça ne veut pas dire que les choses sont identiques, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur tous les plans. Mais cela donne une équation politique tout à fait troublante pour ce pays, dont on se demande s'il peut trouver les moyens, dont on ne voit pas lesquels, de sortir de cette équation funeste où il s'est enferré il y a maintenant 40 ans, et dont l'issue paraît pour le moins incertaine, car il est plausible, je ne dis pas que personne, en tout cas pas moi, ne sait lire dans le marc de café, surtout électoral, mais il est plausible que nous soyons sur le point de reprendre pour 5 ans
de la même politique et avec les mêmes effets. Merci, et donc je suis à votre disposition. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.